2014. La plus importante épidémie d'Ebola fait des ravages en Afrique de l'Ouest. La terreur atteint un niveau sans précédent au Moyen-Orient. Les tensions dégénèrent en violence en Europe de l'Est. Le monde tente de faire face alors que les crises se multiplient. Les Nations Unies ont appelé les dirigeants du monde entier à faire preuve de créativité, à semer les graines de l'espoir et à se montrer unis dans une action décisive. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Des barils d'explosifs aux décapitations, en passant par des civils qui sont délibérément privés de nourriture et des attaques ciblant des hôpitaux, des sites protégés des Nations Unies et des convois humanitaires, les droits de l'homme et l'état de droit sont constamment violés. En Irak et en Syrie, les débordements du conflit ont déraciné plus d'1 million de personnes. Des combattants étrangers profitent du vide politique pour conquérir de larges pans du territoire, choquant le monde par leur violence extrême. Des habitants terrorisés ont pris la fuite vers les montagnes reculées de Sinjar. Des milliers de personnes ont cherché refuge à Dohuk, dans un bâtiment en construction. J'ai de la chance que ma famille n'ait pas été tuée, mais certains de mes amis proches ont perdu leur famille. Des familles entières ont disparu, tuées, exterminées. Les agences humanitaires de l'ONU ont lancé de vastes opérations pour acheminer des secours par pont aérien dans des zones reculées et dangereuses. Des financements supplémentaires sont nécessaires pour préparer les camps à un hiver rigoureux. En septembre, les dirigeants du monde ont unanimement adopté au Conseil de sécurité une résolution historique pour combattre cette nouvelle forme de terrorisme à tous les niveaux. Le président du Conseil de sécurité, Barack Obama. Les pays doivent, en particulier, prévenir et supprimer le recrutement, l'organisation, le transport ou l'équipement des combattants terroristes étrangers, ainsi que le financement de leurs déplacements et de leurs activités. L'élimination du programme d'armes chimiques de la Syrie a montré ce que le Conseil de sécurité peut faire lorsqu'il est uni dans sa détermination. Les produits chimiques les plus dangereux ont été neutralisés à bord d'un navire. L'accord a été négocié par les États-Unis et la Russie, et sa mise en œuvre surveillée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et l'ONU. La coordinatrice spéciale, Sigrid Kaag. L'important, c'est que tous les matériaux nocifs soient hors de portée et que leur destruction commence dès que possible à bord du navire américain. La violence entre Israël et la Palestine s'est embrasée à la suite de l'enlèvement et du meurtre en juin de 3 adolescents israéliens. Des semaines de conflits et de représailles ont fait plus de 1300 victimes parmi les Palestiniens et 60 parmi les Israéliens. Les habitants de Gaza n'avaient nulle part où aller. Plus de 10 000 Palestiniens ont cherché refuge dans des écoles de l'ONU qui ont été bombardées à 6 reprises. La seule centrale électrique a été détruite et près d'1 demi-million de personnes ont perdu leur foyer. Ban Ki-moon s'est rendu à Gaza pour donner le coup d'envoi des efforts internationaux de reconstruction. Allons-nous continuer comme ça, construire, détruire, puis construire et détruire? Nous reconstruirons de nouveau, mais cela doit être la dernière fois que nous le faisons. Ils doivent retourner à la table des négociations. En Ukraine, une crise politique interne s'est transformée en de violents affrontements dans certaines régions, prenant la dimension d'un conflit à part entière dans l'est du pays. La situation s'est détériorée avec de graves conséquences pour l'unité et la stabilité du pays. En dépit d'un accord de cessez-le-feu, la situation demeure extrêmement précaire. Au mois de juillet, un avion de Malaysian Airlines a été détruit au-dessus de l'Ukraine après avoir été touché par un nombre important d'objets à forte densité d'énergie provenant de l'extérieur de l'appareil, tuant presque 300 personnes de 9 nationalités différentes. Le Conseil de sécurité a demandé que l'enquête soit menée au plus vite et que des tragédies similaires ne se reproduisent plus à l'avenir. En République centrafricaine, les violences interconfessionnelles et les représailles meurtrières entre chrétiens et musulmans ont laissé le pays fracturé et traumatisé. Les gens se déplaçaient dans les rues de la capitale Bangui, armés de machettes, forçant des milliers de personnes à fuir et à se cacher dans la brousse. L'appel à un désarmement volontaire, lancé par la mission des Nations Unies sur place, a été peu suivi. Les programmes Travail contre rémunération s'efforcent de promouvoir la coopération entre les factions. Sur fond de situations sécuritaires tendues, 2 millions de personnes ont toujours besoin d'une aide humanitaire. 20 ans après le génocide au Rwanda,
l'ONU propose une nouvelle approche qui met la personne au premier plan en accordant une priorité aux droits humains, de sorte que le monde ne sera jamais plus en position de dire « jamais plus ». L'initiative « Les droits avant tout » vise à placer les droits humains au cœur de tous les efforts déployés sur le terrain. Puisqu'un génocide exige une planification minutieuse, nous devons être attentifs aux signes d'alerte précoce de violation des droits de l'homme qui dégénèrent en conflits plus graves et en atrocités de masse. Au Soudan du Sud, le besoin d'agir rapidement contre les violations des droits de l'homme a conduit l'ONU à accueillir près de 100 000 personnes dans ses différentes bases. Les contraintes logistiques ont été considérables, en particulier pendant la saison des pluies. Les dispensaires onusiens ont même dû s'occuper de mères sur le point d'accoucher. Les membres du Conseil de sécurité se sont rendus au Soudan du Sud pour exhorter les dirigeants locaux à s'engager en faveur de la réconciliation. Ils n'ont pas obtenu satisfaction. La représentante des États-Unis, Samantha Power. La cessation des hostilités a fait l'objet d'un accord. Des documents ont été signés. Mais vous savez mieux que moi que les combats se poursuivent. Des violations des droits de l'homme sont commises chaque jour et des gens continuent de mourir. En 2014, le monde compte plus de 50 millions de réfugiés, le chiffre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui serait aussi celui du 26e pays le plus peuplé du monde. Les pays hôtes et les Nations Unies sont mis au défi de fournir des articles de première nécessité et de redonner espoir en l'avenir. Femmes et enfants sont souvent les plus touchés. Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014, s'est rendue dans le camp de Zaatari, en Jordanie, pour y promouvoir un meilleur accès à l'éducation pour les enfants. Ils ont tous un rêve. Certains souhaitent être médecins, d'autres ingénieurs ou journalistes. L'Afghanistan, qui demeure le deuxième pays engendrant le plus de réfugiés au monde, a tenu des élections présidentielles contestées qui se sont achevées par un accord pour former un gouvernement d'unité nationale. En temps de paix fragile, les conditions demeurent dangereuses, que ce soit pour les civils ou les casques bleus. 4 collègues des Nations Unies ont été tués dans une attaque des talibans contre un restaurant de Kaboul. À la fin du mois d'octobre, 113 casques bleus avaient perdu la vie au service de la paix dans le monde. Au Mali, un convoi a explosé sur une mine terrestre, faisant 4 victimes parmi des casques bleus. 2 autres ont été tués dans un attentat suicide. Et au Darfour, 3 casques bleus ont été tués au cours d'une attaque soudaine, alors qu'ils assuraient la protection d'un puits de forage. Deuil en Guinée. À la mort du petit Émile, personne n'imaginait que son village deviendrait l'épicentre de la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée. Se propageant comme un feu de forêt, la maladie a littéralement plongé la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria dans une situation dramatique. En décembre, plus de 6000 personnes avaient trouvé la mort, les survivants étaient paralysés par la peur, l'économie et les services de santé se sont pratiquement effondrés. Lorsque les centres de soins se sont trouvés débordés, la communauté internationale a dû accélérer sa réponse. Margaret Chan, directrice de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une crise sociale, une crise humanitaire et une menace pour la sécurité nationale qui s'étend bien au-delà des zones d'épidémie. Le Conseil de sécurité a appelé toutes les nations à entreprendre une action urgente pour lutter contre l'épidémie. La mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola a été déployée en l'espace de quelques jours. Une opération aérienne sans précédent a permis d'acheminer dans les pays touchés des ambulances, des dispensaires mobiles et des fournitures médicales, ainsi que des vivres pour les personnes qui ne peuvent se rendre sur les marchés ou travailler leurs champs. Des essais cliniques sur 2 vaccins sont en cours. Il s'agit d'une course contre la montre. Anthony Benbury, le chef de la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola. Nous n'avons pas été en mesure de pouvoir réunir les éléments de la réponse à apporter partout où c'est nécessaire et nous constatons un impact significatif de cette situation sur de nombreuses communautés. Étendre notre emprise géographique doit être au centre de tous nos efforts à venir. Des survivants comme ça sont un signe d'espoir. Désormais immunisé, il s'est joint à la lutte contre Ebola au sein de sa propre communauté. Le soutien des donateurs internationaux se maintient, indique David Nabarro, l'envoyé spécial du secrétaire général contre Ebola. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le monde entier se mobilise pour mettre fin à cette épidémie rapidement. Pendant ce temps, la planète repose sur une base fragile, prête à céder. Les températures relevées en 2014 en feront peut-être l'année la plus chaude jamais enregistrée.
Ban Ki-moon s'est rendu au Groenland pour constater en personne l'état des glaciers arctiques. Il a demandé qu'on agisse pour enrayer la hausse de la température mondiale. À New York, 400 000 personnes, dirigeants du monde et célébrités en tête, ont défilé pour un avenir plus propre et plus vert. Il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Lors du sommet de l'ONU sur le climat, 120 dirigeants du monde joignent leurs forces à celles de dirigeants des secteurs de l'industrie et de la finance. Ils écoutent l'appel urgent lancé par l'acteur Leonardo DiCaprio. Nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes. L'ouest de l'Antarctique et la calotte glaciaire du Groenland fondent à un rythme sans précédent, avec des décennies d'avance sur les projections scientifiques. Rien de tout cela n'est rhétorique. Rien de tout cela ne relève de l'hystérie. Ce sont les faits. Cassie Jetnil Kijiner, des îles Marshall, a écrit un poème à sa fille. Personne n'est en train de se noyer, mon bébé. Personne n'est en train de perdre son pays. Personne ne va devenir un réfugié climatique. Ou devrais-je dire, personne d'autre? Les dirigeants du monde promettent d'agir. Le président français, François Hollande. C'est la conférence de Paris de 2015 qui doit permettre d'aboutir à un accord global, un accord ambitieux qui puisse faire que nous atteignions ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire un niveau d'émissions de gaz à effet de serre compatible avec les capacités d'absorption de la planète. Lors du sommet, le secteur privé a promis de consacrer plus de 200 milliards de dollars pour financer des investissements plus verts. La salle de l'Assemblée générale de l'ONU a été rénovée et réaménagée pour le XXIe siècle. À la veille de son 70e anniversaire, alors que les défis se multiplient, l'ONU cherche à restaurer une unité d'objectifs parmi ses divers membres. La pauvreté, la mortalité de l'enfant et de la mortalité maternelle ont diminué de moitié. Il reste du chemin à faire, mais ces avancées et bien d'autres montrent l'effet puissant contre les objectifs du millénaire pour le développement et ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons nos forces. Le programme de développement durable pour les 15 prochaines années est en cours de négociation. Amina J. Mohamed, conseillère spéciale du secrétaire général pour la planification du développement de l'après-2015. D'ici à 2030, nous pouvons mettre fin à la pauvreté, transformer des vies et trouver les moyens de protéger la planète. Bâtir l'avenir que nous voulons, cela veut dire mettre fin à la marginalisation des populations autochtones, comme le prévoyait la première conférence mondiale à New York. Cela veut dire une agriculture résistante au changement climatique, comme ici, à Samoa, un accès à l'énergie durable pour tous et un accès à des toilettes et aux services d'assainissement pour le milliard de personnes qui n'en disposent pas. Pour donner aux enfants un aperçu d'un avenir meilleur, l'UNICEF assure l'apprentissage en ligne des petits réfugiés privés d'école au Liban, ainsi qu'aux enfants des villages reculés du Soudan grâce à des tablettes bon marché. Les enfants ont droit à l'innovation, afin de commencer à découvrir de nouvelles solutions aux problèmes locaux et mondiaux. En célébrant le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'UNICEF a rappelé « Imagine ».